Assemblée de l'ONU, régime de transition invité, le Niger aussi, échec de la danse du ventre de Macron. Nous nous interrogeons encore ce matin. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. De nombreux présidents sont présents au rendez-vous onusien de New York à l'invitation du secrétaire général Antonio Guterres. Comme chaque année, beaucoup en profiteront pour faire avancer leur dossier en coulisses. Pour l'édition 2023 de la Grande Messe des Nations Unies qui se tient du 19 au 26 septembre prochain, une dizaine de chefs d'État feront le déplacement, alors on fait le déplacement à New York. Parmi eux, le Congolais Félix Tshisekedi, le Rwandais Paul Kagame, sans oublier bien sûr les présidents de transition, du côté de la Guinée-Conakry, Doumbouya hier, du côté justement du Mali, un représentant, et jusqu'à preuve de contraire, mesdames, messieurs, n'oublions pas ce qui s'est passé ces dernières semaines. Antonio Guterres avait déclaré haut et fort que le Niger n'était pas invité à cette Assemblée générale des Nations Unies. Finalement, il faut dire, mesdames, messieurs, que le ministre des Affaires étrangères nigérien y est bien du côté, on va le dire, de New York. Que s'est-il passé pour que finalement, à la dernière minute, ce dernier soit invité, ou alors a-t-il finalement forcé, ou tout simplement, la France n'est plus le porte-plume du Niger? Nous nous interrogeons dans tous les cas ce matin. Assemblée de l'ONU, régime de transition invité, le Niger aussi, échec de la danse du ventre de Macron. Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani encore ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Goss. Toujours un plaisir d'être au front, en première ligne au front, oui. Front de combat. Un front qui est très intense et plein de rebondissements. On rend grâce à Dieu pour ça. Je voudrais saluer Giresse, sans qu'il n'y ait pas de mission possible. Je voudrais adresser toute ma reconnaissance à nos abonnés et à tous ceux qui animent l'interactivité dans les commentaires. Nous sommes très enrichis par toutes leurs contributions. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir, président Badakani, encore ce matin. Revenons justement sur un sujet qui nous intéresse jusqu'à la semaine dernière. Eh bien, le Niger n'était pas invité aux Nations Unies, à cette assemblée de l'ONU. Finalement, on nous fait savoir que le ministre nigérien des Affaires étrangères y est finalement de ce côté-là. Que s'est-il passé? Mais c'est la diplomatie mondiale. C'est la diplomatie mondiale. C'est la diplomatie. Non, je crois que on voit très bien que entre les manœuvres de M. Macron, qui a un problème personnel avec les nouvelles autorités du Niger, entre les agitations de Colonna, une petite cervelée qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, et la réelle politique de l'ONU, il y avait un espace pour ce qui est arrivé. Entre guillemets, les plénipotentiaires pro-Bazoum que la France voulait transporter et aller poser à l'Assemblée générale étaient très chauds, comme on dit au quartier. Très motivés. Une douche froide, très froide, leur a été imposée devant les lois de la réelle politique. Alors, la réelle politique dans ce contexte veut dire quoi de manière précise, de 5 autres. Il faut comprendre que la diplomatie et la géopolitique, ce sont les rapports de force. Et dans le nouvel agencement des rapports de force géopolitique au niveau mondial, est-ce qu'un pays comme la France a encore les moyens de sa prétention? Qu'est-ce que la France? La France tend à oublier par quels moyens elle a acquis son statut de puissance mondiale. Ce n'était pas par un mérite particulier. Dans le cadre d'un partage, d'une partition des fonctions, que les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir Washington, en particulier les Américains, ben, quand on dit Américains, ça c'est pour les petits. Les grandes familles, les puissances financières, qui ont organisé les deux guerres dans le but
d'obtenir ou pas la place hégémonique dans l'économie mondiale. Je parle de Rothschild, je parle de Rockefeller, que moi j'aime désigner. Beaucoup de familles, qu'on cite parmi les 13, tournent autour de ces deux-là. Tous de ces deux-là. Et ces deux familles sont coiffées par leur père sévère, Satan en personne. Non, on arrive à un moment où il ne faut pas blaguer avec les mots, c'est ça. Exact. C'est la vérité. Donc, dans la répartition des rôles, mon cher Ngos, on a trouvé une place à la France. Et on a masqué ça en attribuant un génie exceptionnel à un certain De Gaulle. Qui, sur le plan militaire, n'était pas quelqu'un de particulier. C'était un déserteur. Il a transformé sa désertion en exil de résistance. Et il est allé à Londres, mais qu'est-ce qu'il a trouvé à Londres? Il a trouvé l'ancien Premier ministre, on l'appelle encore ce monsieur-là, Churchill, lui-même, qui n'était qu'un faire-valoir de la City. C'est la City qui a accueilli M. De Gaulle. Et qui dit City dit qui? De Rothschild. De Wabo, Rothschild. On peut citer ces familles-là. Elles ont organisé les deux guerres mondiales. En se retrouvant en Suisse, le statut de neutralité de la Suisse doit vous faire surprendre. Se retrouvant en Suisse avec Hitler pour aller garder l'argent, pour aller régler les questions liées à l'or et l'argent. Il y a assez de documents pour ceux qui veulent s'informer, à savoir le rôle que les Rothschild, les familles là ont joué pendant les deux guerres mondiales. On a la France avec ses colonies, a pu apporter sa contribution au contingentement en durcissant les conditions de vie dans ces colonies, parce que désormais c'était l'économie de guerre. Il fallait produire un type de denrée qui était nécessaire pour le front. Oui. Et c'est ça que De Gaulle est allé présenter et amené à la City. Il a dit, voici ma contribution à Churchill. Il y a eu un pacte entre Churchill et De Gaulle, couronné par les Yosa. C'est comme ça que la France trouve une place aux Nations Unies. Dans le Conseil des puissances. On sait comment la Russie a acquis sa place. Elle a payé très cher, près de 27 millions de morts. On sait comment les Américains sont les premiers gagnants de cette guerre. Avec les deux bombes larguées à Hiroshima, ils ont poussé l'humanité dans l'ère nucléaire, à leur seul avantage. À leur avantage. Les grands étaient désormais ceux qui se faisaient de l'arme nucléaire. Je ne vais pas revenir sur les conditions de l'acquisition de l'arme nucléaire, avec un ensemble de familles qui sont parties de l'Allemagne, allées aux États-Unis, et qui ont maîtrisé cette affaire-là. On parle d'Einstein, il n'est pas le seul. Il y a un ensemble de familles, j'ai oublié certains noms, qui ont maîtrisé la théorie de l'atome. Au lieu de dynamiter les montagnes pour créer les routes, on nous a produit l'arme atomique qui deviendra l'arme stratégique majeure. À partir de ce moment-là, la France a eu son arme atomique et entre dans le cercle des puissances. La question est celle-ci. Dans quelle situation le monde se trouve? Est-ce que la France a encore les moyens de revendiquer le rôle qu'elle revendiquait hier? On n'en a plus. Pendant la guerre froide, ça s'est justifié. Les manœuvres des financiers de Londres ont été pris en charge par De Gaulle, qui s'est mis à fanfaronner sur l'indépendance de la France et sur un rôle stratégique majeur dans le monde de la France. L'exception française. Il va chasser les Américains de la France, le départ des bases militaires. Ça a failli lui coûter sa mort, mais bon, Dieu merci, il n'est pas mort à ce moment-là. Mais tout ça parce qu'il était porté, non seulement par la City et toutes les colonies africaines qu'il avait encore derrière lui, il s'est mis à revendiquer un rôle particulier. Ça a marché. Le pacte a marché pour un temps. Mais dès que la guerre froide est finie, il y a eu une redistribution des cartes au niveau mondial. Les puissances financières du monde ont décidé de passer à un autre niveau
pour imposer leur agenda au niveau mondial. Et les armes que ces puissances-là utilisent, un certain niveau de géoéconomie, basé sur la maîtrise de l'industrie monétaire, et la détention de l'actionnariat des transnationales et des multinationales, qui dominent le monde entier, qui dominent l'économie mondiale. C'est cet échiquier, la France a quoi? Quel est son poids? Quel est son poids? Arrive donc l'émergence de la Chine et le retour en puissance de la Russie. Et la guerre en Ukraine est l'épicentre de cette nouvelle donne géopolitique mondiale. Alors, vous me regardez, sur le champ de l'Ukraine, quelles sont les armes françaises? Ça pèse quoi? Bon, le néo-focatiste, le criminel qu'on appelle le Drian, il a dit un juste oublié, il dit, je rappelle que la France a l'arme nucléaire. Quelques 600 têtes, je crois. La Russie en a 6000, et même plus. Il a en plus quelques satans qui rasent la France. Une seule sortie, la France est rasée. Pour ne prendre que cet exemple. Vous voyez en Ukraine comment une seule division russe anéantit l'OTAN, qui confesse sa défaite maintenant à mi-lèvres, au fur et à mesure qu'on fait. Tellement ils ont menti à leur peuple qu'ils sont obligés de confesser à mi-discours. Ils sortent des anciens présidents en retraite, des généraux en retraite, pour venir dire les vérités qu'ils ne peuvent pas dire. Tellement ils ont bourré le peuple de mensonges. Le combat pour l'intelligence artificielle, parlons comme ça. Toutes ces armes d'aujourd'hui, quand vous regardez la France, ça pèse quoi? La globalisation, même dans sa dynamique, déclasse un pays comme la France. Parce que les puissances globales, il n'y a plus de chasse gardée dans les puissances globales. Ça n'existe pas. Lénine avait déjà averti dans son fameux, le grand livre de Lénine, impérialisme, stade suprême du capitalisme. Et disait que l'impérialisme est le stade du capitalisme où il n'y a plus de chasse gardée. Et il n'y a pas de chasse gardée qui appartient à un pays ou à une entreprise soi-disant nationale. Les multinationales, les transnationales veulent maximiser leurs profits, veulent rentabiliser leurs investissements avec des gigantesques fonds souverains dans le monde. Voilà les seigneurs de l'économie dans le monde. On dit marché financier, mais il faut aller plus loin. Vous avez les gens qui vous ont créé ce qu'on appelle l'économie offshore. C'est-à-dire il y a un endroit où on garde beaucoup d'argent qui échappe à tous les États. Et il y a un gouvernement offshore du monde qui gère tout l'argent qui nous échappe et qui est gardé dans les banques offshore. Ni entre pas qui veut. Par ce moyen, il y a une sélection d'élite mondiale à qui on garantit la sécurité de leur soi-disant argent dans les paradis offshore, les paradis fiscaux. Vous croyez que ces gens-là vont obéir à un État que d'obéir aux banquiers? Vous voyez dans le monde aujourd'hui est gouverné, entre guillemets, par les banquiers. L'opération militaire spéciale en Ukraine est venue bouleverser ce monde-là. Dans cet échiquier, où une puissance globale est une puissance qui a désormais toute la Terre comme champ d'opération. Vous voyez qu'on va laisser l'Afrique sous la domination française, même les Américains, pour faire face à la Chine et à la Russie, ne peuvent plus laisser l'Afrique dans les mains des Français comme avant. Le pacte là est désuet, ce pacte est désuet. Même l'Europe elle-même est colonisée par l'Amérique. La France colonisée par les États-Unis. Comment une colonie va coloniser d'autres? C'était possible hier avec la guerre froide et un peu après la guerre froide. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Le grand colon américain veut directement agir sur tout ce qui est la propriété, entre guillemets, de l'Occident. C'est lui le patron, il va prendre tout ça. La France va préparer à ce combat. La Russie qui impose désormais un monde multipolaire parce que sa sécurité en dépend, crée une situation où la compétition entre les puissances dans le monde, fait des pays comme la France, elle dit que même pas une puissance secondaire,
peut-être musique, une puissance tertiaire. Vous parlez du chiffre 3. Tertiaire. D'où sa paralysie et son impuissance dans les situations africaines. Les Africains diversifient leurs partenariats de plus en plus. Cette diversification des partenariats est aussi une diversification de leur stratégie militaire. Des pays africains aspirent à s'armer, à s'émanciper militairement. Et une puissance comme la Russie a anticipé dessus. Que voulez-vous que la France fasse à un pays qui a un partenariat militaire avec la Russie? Je vous pose la question. Et vous avez la réponse. Vous allez comprendre ce qui se passe à l'ONU. Dans tout ce chamboulement international, l'ONU elle-même pense son destin. Vous n'êtes pas en train d'entendre tous les jours, vous dites qu'il faut que l'Afrique entre au Conseil de sécurité avec un État. Mais c'est du n'importe quoi, c'est inacceptable. Mais le fait les gens de le dire, et que l'Amérique soit d'accord. Alors que l'Allemagne dit, moi aussi je veux une place, Et la France dit que si on met une place à l'Allemagne, qui va perdre alors? Qui va perdre? Puisque la France a aussi une place au Conseil de sécurité. Qui fera les frais de l'entrée de l'Afrique au Conseil de sécurité? Ou bien, on va aussi élargir à l'Allemagne. Donc, face à ce chamboulement, l'ONU ne pense son destin. L'ONU a pour père sévère au niveau de la pensée Rockefeller. Les autres puissances financières qui ont conçu l'ONU comme un instrument du mondialisme. Le mondialisme a été le masque de l'évolution des intérêts des financiers dans leur agenda. L'ONU était prévue. Après le déclassement de la Société des Nations, on sait qui était derrière. Le président américain de l'époque, je crois que c'est Wilson, quel est rencontré Churchill. On connaît qui a rédigé ça pour Wilson. C'est Wilson, je crois, c'est lui ou Roosevelt. Entre les deux, mais peu importe, vous pouvez chercher, on va voir qui. Rappelez-moi son nom, regardez ça. Parce qu'il faut qu'on donne les bonnes infos à ceux qui nous écoutent. Mais la charte est là, la Société des Nations, qui a rédigé ça? C'était les employés de Rockefeller, qui ont écrit cette charte-là. Et ont amené le président américain à aller simplement comme un porteur. Hein? Comme un porteur, comme un avocat qui porte les documents, qui a amené ça à ce fameux bateau, où il était avec Churchill, pour lancer l'avènement de la Société des Nations, qui n'a pas duré. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les puissances vainqueurs se sont reparties les places au niveau des Nations Unies, avec ce fameux Conseil de sécurité. L'ONU elle-même pense sa place, Jocelyn Goss. Je voudrais vous rappeler que, regardez, ce n'est pas simplement l'ONU comme instance de discussion diplomatique, comme un endroit où il y a un Conseil de sécurité, l'Assemblée générale. Regardez aussi l'ONU comme la plus grande bureaucratie mondiale. Une grande bureaucratie mondiale, avec des fonctionnaires hyper payés, avec des retraites suffisamment garnies. Cette bureaucratie mondiale se pense en tant que bureaucratie et réfléchit à son maintien. Et vous voyez très bien que le système de financement de l'ONU, allez regarder ça, comment on finance l'ONU, vous allez voir que de plus en plus, des donateurs privés prennent une place importante. Et que l'ONU n'est pas à l'abri d'une dérive comme l'OMS, où un voyou comme Bill Gates, petit mécanicien qui ne comprend rien à la médecine, est devenu de fait le patron de l'OMS. Donc l'ONU se pense. Tous ceux qui bénéficient de la bureaucratie onusienne, vous croyez qu'ils ont envie de perdre le privilège comme ça? On voit seulement la diplomatie, machin et consort. Cette bureaucratie onusienne est un danger mortel pour le monde. Donc cette bureaucratie réfléchit à son destin et anticipe Jocelyn Goss. Regarde l'évolution des rapports de force. Regarde ce qui se passe et à un moment donné réfléchit et dit que, écoutez, faut-il mettre nos intérêts en jeu pour faire plaisir à Paris, alors qu'on voit que ce qu'on appelle gente là, en réalité, a le pouvoir et le peuple derrière lui. Va-t-on continuer à nier un fait qui s'impose à nous parce qu'on va faire plaisir à un égaré comme Macron, à un État perdu comme l'État français? Non, c'est vite réglé. On dit, oh monsieur, non, vous venez ici, venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Non seulement les populations sont avec vous pour le moment, deuxièmement, il y a des membres du Conseil de sécurité qui vous ont reconnus. Il y a quelqu'un qui joue au Tintin, M. Macron. Ben, l'affaire, c'est vite fait.
On a reçu le ministre des Affaires étrangères. Et les soi-disant plénipotentiaires de Bazoum, à qui la France a fait croire qu'elle est tellement puissante qu'elle va les imposer, ont reçu 3 douches froides. 3 douches froides. Ils sont rentrés avec le palu accéléré. Ils sont rentrés avec un palu accéléré grave, une malaria de 3e degré de Slingos. Actuellement, ils sont en train de tout traiter dans un hôpital spécialisé pour qu'ils ne meurent pas. Ils sont entre la vie et la mort. Pour dire quoi? Pour dire que vous avez là le symbole de la situation des rapports de force dans les pays africains, au niveau de la géopolitique du Sahel en particulier, mais de l'Afrique en général. Vous avez là le symbole de l'évolution géopolitique du monde, où est-ce qu'on va, et des grandes batailles qui s'annoncent. Et là, une fois de plus, il faut que les Africains, tous les Africains prennent conscience, que l'élite africaine prenne conscience, à tout son niveau. Dans ce chamboulement qui arrive, quelles sont nos capacités de négociation? Est-ce qu'on a même pensé ça sérieusement? Quand vous avez toute intelligentsia qui est dans les sociétés initiatiques et les cercles ésotériques, on les apprend des bêtises faussement anciennes, faussement anciennes. Feignant de ne pas voir l'origine des savoirs avec lesquels on les puge dans ces loges-là. Et savoir qu'ils ne sont pas en mesure de les illuminer de manière à ce qu'ils puissent, ces élites-là, qu'elles puissent comprendre les enjeux d'aujourd'hui et fournir des réponses. Au Saint-Gauche, on a de quoi s'inquiéter. Les panafricanistes ont du travail, beaucoup de travail. Parce qu'il ne faut pas compter sur les élites-là pour penser la géopolitique mondiale et le positionnement de l'Afrique. On n'en est que balbutiement. Combien ce temps-ci va durer? Combien cette opportunité géopolitique qui nous est donnée avec le champ mondial actuellement, combien de temps ça va durer? Le débat est pas à ce niveau. Rapidement. Les panafricanistes doivent rapidement passer à une autre étape de la réflexion et de l'action panafricaniste. La guerre à l'Ukraine, si elle finit, une nouvelle table ronde mondiale va se mettre devant nous. Où est-ce que l'Afrique sera assise? Bonne interrogation. Vous voulez un autre Yalta 2, Yalta 3, où l'Afrique n'a pas été et qui a subi? Heureusement, notre Lingos. Les panafricanistes comme nous comptons sur l'alliance avec le vrai Dieu. Et lui n'est jamais en retard. Du tout. Il est toujours le premier. Et on espère qu'il sera assis avec nous à cette table du monde nouveau qui est en train d'arriver. Merci à vous, Président Balakani, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Au plaisir de retrouver très prochainement. N'oubliez surtout pas de venir en aide à votre chaîne de télévision panafricaniste TV. Vous connaissez d'ailleurs par où vous devez passer, Tipeee et sans oublier PayPal, en attendant justement de trouver d'autres moyens. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.